Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture Affaires. Il me fait très plaisir de vous accueillir au sommet du livre Affaires 2016. Tout de suite, on va commencer par la présentation de nos invités et qui vont nous discuter avec nous du livre qui s'appelle Marketing RH. Accompagner la transformation digitale des ressources humaines. Un livre écrit par Frank Lapinta et Vincent Berthelot, publié chez Focus RH. Vous trouverez toute l'information évidemment sur le site web quant à ce livre et comment vous le procurer. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités. Je vais commencer en ordre alphabétique. Jean-Baptiste Audrey, dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour Micheline, alors écoutez, je suis Jean-Baptiste Audry, je suis psychologue organisationnel et je suis spécialisé dans tout ce qui est la gestion des talents, en particulier sur le volet attraction des talents. Et donc au travers de mon blog et au travers des différentes lectures, j'ai rencontré ce livre un jour et voilà ce qui nous a amené effectivement à l'entrevue d'aujourd'hui au sujet de l'attraction des talents et bien évidemment du marketing des talents et du marketing RH. Excellent, merci Jean-Baptiste. Effectivement, c'est un coup de cœur et bien grâce à toi qu'on est ici réunis tous les quatre. Alors, Monsieur Vincent Berthelot, dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Oui, bonjour. Je travaille dans les relations sociales pour un grand groupe français. Je suis dans le domaine des RH depuis à peu près une quinzaine d'années où je me suis occupé à la fois et successivement de la formation, de la GPEC, mais aussi de la digitalisation des process RH et enfin des relations sociales. Merci d'être là, Monsieur Berthelot. Et non pas le moindre, Monsieur Frank Lapinta, qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour à tous, donc je suis Frank Lapinta. Moi, j'interviens depuis environ une quinzaine d'années sur des programmes d'intégration des nouvelles technologies dans les process d'entreprise. Aujourd'hui, on parle de transformation digitale. J'ai fait ça essentiellement sur le marketing, sur la relation client, les RH, au sein d'un grand groupe bancaire. Et en parallèle, j'anime des conférences, j'interviens ponctuellement dans les écoles pour parler de ces sujets de transformation et de l'entreprise. Et puis, comme Vincent, il a oublié de le citer, nous sommes tous les deux administrateurs de l'Observatoire des réseaux sociaux d'entreprise, qui est en fait une association qui regroupe la plupart des entreprises françaises et qui est un espace de réflexion et d'échange sur ces sujets. Voilà. Et donc, toutes ces activités m'ont donné envie finalement de lancer ce travail de réflexion et d'analyse un petit peu plus approfondi avec Vincent. Merci d'être là, excellent. Alors, je vous inviterai par ailleurs déjà à nous présenter le livre. Donc, quelqu'un qui n'a pas mis la main encore sur ce bouquin, de quoi s'agit-il? Est-ce que M. Lapinta, vous voulez vous avancer? Oui. Qu'est-ce que c'est ce livre? C'est finalement un recueil de réflexions, d'observations que Vincent et moi avons eues sur ce sujet de la transformation digitale des entreprises et notamment de l'impact que cela peut avoir sur les ressources humaines. Et de présenter finalement cette révolution dans les entreprises comme une opportunité de revoir, de réinventer peut-être le modèle de l'entreprise, de revoir certaines organisations, certains fonctionnements de l'entreprise, de façon à arriver peut-être enfin à concilier d'un côté des objectifs économiques, collectifs, et puis des attentes plus individuelles de la part des collaborateurs. Collaborateurs, vous utilisez ça pour désigner les employés, les salariés. Donc, il faut s'actualiser. Voilà. Absolument. Votre livre nous permet justement beaucoup de s'actualiser par rapport à cet enjeu pour beaucoup d'entreprises qui est le recrutement et comment gérer les ressources humaines. C'est Jean-Baptiste, comme on l'a mentionné, Jean-Baptiste Audrey qui m'a mis en contact avec vous et avec ce livre. Jean-Baptiste, si vous me l'avez recommandé, c'est bien parce qu'il est bon.
C'est sûr, c'est évident. OK. C'est évident. Et vous vous êtes bien préparé à questionner nos auteurs On est sur prêt. ce bouquin. Alors, peut-être qu'on peut aller vers Monsieur Berthelot pour la première question, parce que on a donné l'occasion à Monsieur Lapinta. Alors, on va aller de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si, Jean-Baptiste, vous voudriez présenter une première interrogation à Monsieur Berthelot là-dessus. Oui, il faut préciser que c'est la deuxième version du Oui. livre. La deuxième édition est effectivement la première, j'ai vérifié, la première annoncée marketing RH, le digital, médias sociaux et marque employeur. Et puis là, très clairement, maintenant, on est, je dirais, on s'actualise beaucoup avec accompagner la transformation digitale des ressources humaines. On voit l'importance que c'est en train de prendre. Vincent, en fait, je me posais la question, puis je pense que ça va intéresser beaucoup les gens qui nous écoutent. Quel est le lien aujourd'hui que vous faites dans ce livre que vous avez voulu établir justement entre cet univers digital et qui est en expansion, qui rentre par tous les pores de l'entreprise et de nos vies pratiquement, et justement la partie marketing RH et quels sont les éléments que vous avez voulu mettre en évidence dans ce livre? Je crois que ce livre, il naît aussi d'une envie qu'on a eue avec Franck de prendre la parole en tant que RH, parce qu'on est tous les deux dans la fonction RH, qu'on côtoie ce domaine depuis pas mal d'années et qu'on trouvait qu'il y avait soit des livres sur le digital, soit des livres sur les RH, mais qu'on n'arrivait pas à avoir un livre de RH sur le digital. Derrière ça, on a aussi le partage d'une même philosophie qui est celle de la performance économique et sociale, les deux allant ensemble. Et quand on parle de marketing, on pense trop souvent à la marque employeur. Or, pour nous, le marketing RH, il est aussi essentiellement interne. Et c'est la notion de parcours employé au travers de tous les process RH. C'est s'interroger sur les process RH à partir du moment où, justement, on est en externe encore avec tout ce qui est attractivité, recrutement, jusqu'à l'interne, qui est l'intégration, la formation, la mobilité, en se demandant en quoi le digital peut améliorer ces process. Et donc, mettre en avant justement les nouvelles qualités, les nouvelles façons de travailler, les nouvelles façons de collaborer, etc., tout ça fait partie du marketing RH pour nous. Oui, puis on le voit bien d'ailleurs au travers du livre, les différents chapitres. On a effectivement un bel exposé de toutes les transformations sociales, organisationnelles, technologiques qui arrivent concomitamment effectivement par rapport à l'entreprise. Et justement, l'un des éléments moi qui m'a vraiment frappé, c'est de voir que tout ça arrive en même temps. Et je dirais où il y a vraiment un bouleversement. On parle de transformation, on pourrait même parler de mutation, voire de révolution. On parle de la 4e révolution économique. Comment les dirigeants accompagnent, anticipent, réagissent, comment les leaders d'aujourd'hui peuvent appréhender cet environnement-là et s'assurer que l'ensemble de leurs forces, de leurs ressources humaines suivent cette cadence et ce changement multiple. Alors, juste avant de laisser la parole à Franck, pour revenir sur la première question, je pense que le virage actuel des RH, c'est que, vous le savez, ils ont été à un moment simple, presque gestionnaire, administratif, puis on a parlé de business partner. Et je pense que dans ce livre, nous, on expose le nouveau virage qui est celui de people partner. C'est celui qui nous semble évident, où il faut qu'il soit presque au service des managers et des employés pour rétablir la qualité du travail ensemble qui fait défaut. Parce que quand on voit, je ne sais pas pour vous, mais pour nous en France en tout cas, l'émergence de tous les concepts qui sont autour alors de façon négative du bore-out, du burn-out, mais de façon un peu plus positive de l'entreprise libérée, du télétravail, de toutes ces choses-là, on voit bien qu'on a une appétence pour travailler autrement et que ces outils nous l'offrent avec les espaces maintenant de coworking, avec une possibilité de travailler, les notions de blurring aussi, une possibilité de travailler parfois chez soi, parfois, etc. Donc tout ça fait qu'en effet, on a à la fois un changement de vision du travail, qu'est-ce qu'on attend du travail, comment on veut travailler, et des nouveaux outils qui arrivent. Et
sans réelle stratégie, avec simplement, j'allais dire, une collection d'outils qui viennent en vague, hein, on le voit bien, chaque mois on a un nouvel outil, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc ce qu'on a essayé de travailler et vis-à-vis de l'ensemble des personnes concernées, dont les dirigeants, c'est une approche qui soit une approche stratégique. Mhm. Mais alors comment justement, s'assurer que les dirigeants suivent ou devancent? Monsieur Lapinta, peut-être que... Alors, je vais surtout parler des dirigeants des grandes entreprises parce que ce soit au niveau de nos expériences réciproques ou au niveau de l'association dont je parlais, ce sont plutôt celles-là avec lesquelles on échange. Pour la plupart de ces entreprises, de ces grandes entreprises, elles sont organisées de façon plutôt pyramidale, plutôt silotée. Avec finalement, en étant un petit peu schématique, on a le haut de la pyramide qui décide historiquement, et puis qui décide, qui contrôle, et puis le bas qui va exécuter. Et finalement, cette distance qu'il y a entre la prise de décision et l'information que l'on va avoir pour prendre cette décision est trop éloignée aujourd'hui par rapport à la vitesse de circulation des informations. Et du coup, la réactivité devient insuffisante entre une information rentre dans l'entreprise, il faut la traiter pour la transformer en opportunité commerciale, en avantage. Donc, aujourd'hui, voilà, les entreprises, pour la plupart d'entre elles, sont plutôt dans cette organisation pyramidale et avec une organisation pour gérer ce que j'appelle des flux sortants, c'est-à-dire on fait sortir des produits, on fait sortir des services, on fait sortir de la publicité, et moins organisé pour gérer ces contacts entrants, ces sollicitations des clients, des prospects, des candidats. Et finalement, ce sont ces sollicitations qui viennent de l'extérieur qui sont des opportunités intéressantes. Et donc, du coup, je pense que le travail qui doit être fait aujourd'hui des leaders, c'est finalement comment je peux raccrocher ou rapprocher, en tout cas, d'un côté ces cercles de décision et de l'autre ces cercles d'action qui sont encore un petit peu trop loin les uns des autres. Donc, finalement, comment on peut réfléchir à cette nouvelle forme d'organisation. Et puis, dans le cadre de cette nouvelle forme d'organisation, faire aussi en sorte que les collaborateurs, les salariés ou les employés, aient envie finalement de participer à cette nouvelle organisation, de participer à cette création de valeur aussi. C'est ce que disait Vincent tout à l'heure, parce qu'ils vont avoir le sentiment que la répartition de la richesse créée par l'entreprise, cette répartition se fera de façon équitable. Et je pense que l'un des gros enjeux des patrons d'entreprise, des grandes entreprises, c'est effectivement, sans faire preuve d'angélisme, mais de prendre conscience que la seule solution viable pour les entreprises, c'est d'intégrer cette réflexion-là sur ce sujet de la répartition. Puis, effectivement, Micheline, on nous dirait que tu avais une question, non? Non, je vous écoute, là, je vais venir, okay. Je vais interrompre là, tout à l'heure, c'est intéressant, en fait, là, je vous laisse aller. Oui, ce qu'on entend en fait, effectivement, avec ces changements multiples, c'est avec ce que vous disiez tout à l'heure sur justement le people partner, on sent que aujourd'hui, finalement, les RH vont devoir muter, innover avec un nouveau contexte de travail, avec un nouveau contexte organisationnel. Le travail est au bout du téléphone intelligent aujourd'hui, le bureau n'est plus au bureau et tout le monde devient des intras ou des entrepreneurs. Hein, c'est un peu en tout cas, on voit se dessiner déjà aujourd'hui où des professionnels du savoir qui sont extrêmement, je dirais, autonomes. Et on sent que le RH aujourd'hui a cette place à jouer. Comment le RH justement peut accélérer ou anticiper justement ces changements en étant un partenaire des décideurs? Comment vous voyez quel levier il pourrait utiliser, quel accélérateur il pourrait utiliser pour aller chercher justement ces ressources et les connecter à ces nouveaux environnements? Je pense qu'il faut déjà une acculturation. C'est-à-dire que il faut participer à des événements, il faut lire des livres comme le nôtre par exemple, il faut aussi déjeuner, rencontrer, s'ouvrir
être assez humble et après partager en interne. Il n'y a rien de pire, je trouve, que les dirigeants qui voient la lumière et retournent dans l'entreprise en te disant, bah voilà, on va faire comme si. Non, une fois qu'il a cette idée-là, surtout sur le digital, c'est partager. Donc on a essayé après, moi, de travailler sur cette approche avec ce que j'ai appelé la méthodologie des 4D, qui est faire le diagnostic en premier de sa propre entreprise, puis en délibérer avec ses employés, managers, délivrer des nouveaux process et donner du feedback, de la reconnaissance et, comme disait Franck aussi, des bénéfices s'ils sont au rendez-vous. Les leviers, ils sont là. Le levier principal, maintenant, vous le savez bien, de la performance des entreprises, c'est l'engagement des salariés. C'est ce qu'on recherche tous et c'est ce qui fait défaut actuellement parce que le travail est répétitif, parce que dans les grandes entreprises qu'on connaît assez bien, elles ont plus de difficultés justement à donner du sens au travail parce qu'il y a une espèce de bureaucratie qui demeure même à l'ère du digital. On est pas si loin que ça parfois de Crozier, voire de Taylor, de process dont on ne comprend même plus le sens, de gens qui sont là pour surveiller d'autres, d'audits, d'indicateurs qui, peu à peu, s'éloignent de mais je travaille chaque jour pour qui, pourquoi, pour rendre quel service. Et on voit bien que les entreprises qui fonctionnent bien sont les entreprises qui arrivent à associer les nouveaux outils très performants digitaux a un sens de la relation à la fois client, mais de la relation aussi employé. Je pense que les principaux leviers sont là, c'est retrouver le cœur et le moteur du changement qui sont avant tout dans les hommes et les femmes de l'entreprise et pas vraiment dans les nouveaux outils. Le sens alors, le sens là des relations, le sens de l'humain. Absolument. Le capital social, la richesse du capital social de l'entreprise, qui est créé par son corps social qu'on a. Regardez comment les gens actuellement sont souvent isolés dans l'entreprise, comment on essaye de trouver parfois des rencontres artificielles pour que les gens puissent de nouveau parler, se retrouver, avoir un moment ensemble. C'est assez incroyable, quoi. Et il y a quelque chose qui, heureusement, est en train de se passer, je pense, actuellement, où il y a une réelle appétence pour retrouver le lien social. C'est effectivement, enfin, cette question, c'est un bon moyen de revenir peut-être un petit peu sur le titre de notre ouvrage, parce que cette notion finalement de marketing RH, qu'est-ce que c'est? C'est se mettre finalement dans une posture où, comme on va le faire pour des clients, ici pour des salariés, la question à se poser, c'est finalement quelles sont les attentes de ces populations, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, et comment on va, en changeant de posture, on va être en mesure de répondre à ces attentes, de satisfaire ces besoins qui peuvent être de toute nature, des besoins de reconnaissance, des besoins de formation, d'accompagnement, tout ce qui fait partie de la palette des fonctions RH ou de process RH, mais dans laquelle on va avoir une approche qui est davantage dans l'empathie et se dire finalement tous ces process-là, ils sont au service de l'entreprise et ils doivent aussi servir les collaborateurs. Donc, est-ce que finalement on peut faire évoluer ces process dans la façon de les distribuer, dans ce que l'on va distribuer, de façon à écouter un petit peu plus ce qu'attend le collaborateur et être en mesure de répondre au moins partiellement à ses attentes. Et c'est peut-être là le changement de posture important chez les RH. Autant c'est naturel dans les équipes commerciales, dans les équipes marketing, et qui ont ces départements qui ont rapidement compris comment ces nouveaux outils pouvaient les aider pour mieux comprendre, écouter leurs clients. C'est moins naturel au niveau des RH, cette posture-là. Et justement, par rapport à l'idée de transformation digitale, on entend qu'il faudra avoir une stratégie digitale. Étant donné qu'on voit qu'aujourd'hui, j'aimerais vous entendre là-dessus, on voit qu'aujourd'hui, finalement, le digital,
est bien plus adopté par les clients eux-mêmes que par les décideurs. Puis je reviens sur ce parallèle où, à mon avis, il y a vraiment un écart je dirais, de conscience et d'usage. Faut-il que les dirigeants aient une stratégie digitale? Alors, moi, je serais un petit peu prudent sur cette question. Je pense que les entreprises ont une stratégie. Et puis ensuite, à l'intérieur de cette stratégie, elles ont un certain nombre de leviers, de moyens, dont le digital pour servir cette stratégie. Et je vais faire un petit peu une réponse de Gascon. Alors, certes, avoir une stratégie digitale, ça veut dire avoir conscience de ses objectifs, identifier les moyens que l'on a, tracer un chemin pour arriver à l'atteinte de ces objectifs, avoir une certaine organisation et une certaine cohérence dans toutes les actions. Donc, c'est donner de la logique et de l'intelligence à la stratégie. Mais il ne faut pas, et c'était le début de ma réponse, il ne faut pas oublier que c'est d'abord et avant tout au service de la stratégie de l'entreprise. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, comment tu complètes? Oui, enfin, ça fait toujours bien de dire on a une stratégie, donc faut s'en méfier. La différence qu'il faut vraiment faire, c'est quand on reprend, puisqu'on aime bien les livres, L'art de la guerre de Sun Tzu, on voit tout de suite la différence entre stratégie et tactique. Des tactiques, il y en a, c'est comme les 36 stratagèmes, quoi. Sun Tzu les évoque, les différentes tactiques suivant l'ennemi, suivant le terrain, suivant ses troupes, etc. Sauf qu'il y a une stratégie globale, quoi. La stratégie, c'est pourquoi on fait la guerre, quoi. Quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on veut atteindre, etc. C'est ça le sens global. Alors, revenu sur le terrain plus démocratique de l'entreprise, la stratégie, c'est ce qui peut, quand on reparle des dirigeants, répondre à la question, mais c'est quoi notre rêve? Qu'est-ce que sera notre entreprise d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, avec toute la difficulté qu'on peut avoir à se projeter. Mais sans, comme le disait Franck, cette voie, cette ligne directrice pour aller ensemble, pour souder les personnes, pour les faire un petit peu vibrer, rêver, etc., ça marche pas. On n'est que dans de la tactique, on n'est que dans de l'utilisation d'outils pour répondre à tel et tel point. Et surtout, il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire qu'on va avoir des services qui vont presque se tirer la bourre en interne, avec des risques, nous on a pu le constater, hein, entre le service par exemple com, le service RH, le service marketing, qui vont essayer par rapport au DG à innover, etc., sans qu'il y ait de cohérence transversale. Donc l'important c'est ça, c'est qu'il y ait une transformation qui soit globale, qui ait une certaine ampleur et qui permette tant aux clients qu'aux salariés de s'y retrouver parce qu'il y a une ligne claire. Et ça ne veut pas dire effectivement que les tactiques, après, ou les approches ne seront pas différentes parce que voilà, un département marketing, un département R&D ou RH n'auront pas la même lecture et la même interprétation parce qu'ils n'auront pas les mêmes objectifs. Le même terrain, exactement. Le même terrain, les mêmes objectifs, les mêmes populations. Pourtant, la stratégie de l'entreprise, c'est la même. La transformation qu'on veut donner à l'entreprise, c'est la même, mais elle ne prendra pas nécessairement les mêmes chemins et pas nécessairement le même rythme non plus. Donc, il y a un marketing de stratégie également. Oui, oui. Et puis, pour compléter cette idée d'un petit peu d'empathie, je pense que la bascule qui est difficile à faire pour les RH, c'est qu'on a eu tendance finalement, et encore une fois, le marketing client l'a fait bien avant, c'est de considérer finalement qu'on n'a pas des populations homogènes chez nos clients. En matière de RH, on a encore tendance à beaucoup parler de les stagiaires, les salariés de la R&D, les salariés de la com, les cadres, les non-cadres, les commerciaux, et considérer finalement que c'est à l'intérieur de cette même population, les besoins, les attentes sont les mêmes. Or, ce n'est pas du tout le cas. À l'intérieur de ces mêmes populations, encore une fois, les attentes en matière de mission des RH que peuvent être la formation, l'évolution de la carrière, la reconnaissance,
peuvent être complètement différentes. Donc, c'est aussi cette prise en compte que c'est un petit peu une évidence de dire ça, mais que on ne parle pas tant de collaborateurs, mais ce sont des personnes qui arrivent avec tout ce qu'elles ont à l'extérieur dans l'entreprise. Et non pas une famille homogène que sont encore une fois les commerciaux ou les stagiaires ou les ingénieurs de la R&D. Oui, puis je pense que c'est un point important que vous adressez d'ailleurs dans le livre, où à un moment donné, on voit bien que le rôle du manager a été en train de changer pour vraiment connaître, fallait-il qu'il le fasse avant, mais qu'il connaisse vraiment ces personnes, mais aussi que les hyperstructures réussissent à descendre au niveau de l'individu. Étant donné qu'aujourd'hui, on a vraiment affaire à des individus qui parlent avec leur téléphone, qui votent, qui notent, qui quantifient tout ce qui passe. Est-ce qu'on n'est pas dans une démarche où je dirais que le marketing RH, et jusqu'où le point peut être un petit peu délicat, à aller vers l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire qu'au finalement, chaque individu a son mode de rémunération, son contrat, sa durée de vie, entre guillemets, dans l'entreprise, sa trajectoire, son originalité, son moyen de production, son bureau, peu importe, et où finalement, il n'y a plus grand-chose qui peut-être est le tissu dont on parle, le fameux contrat, le tissu social qui nous relie. Donc, elle est où la frontière? Parce que ça, vous le décrivez très très bien dans le livre, et on sent que vraiment on est en train de basculer dans un monde de l'hyper-personnalisation du salarié. Alors, on s'en va où et qu'est-ce que vous anticipez? Alors c'est vrai qu'on va vers une individualisation qui est demandée par les salariés eux-mêmes, mais avec son corollaire qui est l'éclatement en quelque sorte du corps social. Et c'est pour ça qu'on a fait tout un chapitre sur les relations sociales, le dialogue social dans ce livre, parce que l'impact est majeur sur le dialogue social, sur les syndicats, comment les syndicats se débrouillent justement dans une entreprise où on a des communautés, où on peut s'exprimer, où, comme tu le dis, on peut même voter sur certaines idées. Quand on voit à l'heure actuelle chez nous le projet de loi El Khomri qui met le référendum justement en avant des salariés, tout ça est en train vraiment d'évoluer très vite. Et le dialogue social, c'est pas seulement le dialogue entre les dirigeants et les syndicats, mais c'est le dialogue entre l'ensemble des partenaires de l'entreprise. La possibilité qui pour l'instant n'avait jamais été possible de moi, simple salarié dans tel service, prendre parole sur un espace communautaire et donner mes idées, pouvoir dire j'apprécie de pouvoir choisir maintenant ma formation parce que j'ai eu des collègues qui ont échangé avant sur telle et telle formation en disant celle-ci elle est beaucoup plus intéressante, celle-là il faudrait l'améliorer, etc. Ça change tout, c'est-à-dire que je subis beaucoup moins, je suis beaucoup plus acteur. C'était un mot qu'on avait pas mal, sauf qu'on n'avait pas les outils à l'époque. Maintenant, si un collaborateur a vraiment envie de s'engager, a vraiment envie d'être actif, il a tous les outils pour le faire. Et c'est très intéressant parce que du coup, les managers sont d'un seul coup avec une gestion des talents qui a énormément aussi évolué. C'est-à-dire que les talents avant, c'était quelques talents parce que on savait qu'ils venaient de telle et telle grande école. Maintenant, c'est pas forcément ça. C'est par exemple tel salarié qu'on trouve avec des prises de position très argumentées, très intéressantes sur le réseau social. Ce qu'on peut voir comme risque à l'individualisation, c'est aussi une possibilité de chacun de sortir presque du parcours qui était prédéterminé, quoi. Parce qu'il est rentré avec tel niveau, parce que on sait que sa carrière sera à peu près ça, etc. Et d'un seul coup, il a un plus grand champ qui lui est ouvert s'il a envie de l'utiliser, s'il a envie de s'investir. Et je trouve que pour le coup, c'est assez formidable si on voit l'individualisation sous cet angle-là. Mais finalement, ce ne sont que des comportements qui se sont développés dans la vie de tous les jours. On a été habitué effectivement à pouvoir donner notre avis
sur une marque, un produit, partager cette information au sein de notre communauté, pouvoir personnaliser notre produit, notre service. Et à partir du moment où je rentre dans mon entreprise, ben finalement, ces usages, je veux pas les laisser de côté, je veux continuer à pouvoir donner mon avis, je veux pouvoir choisir toutes les sources d'informations possibles, je veux pouvoir finalement influencer aussi et choisir mon agenda, travailler de chez moi ou travailler dans l'entreprise, avoir mes propres outils. Voilà, tout ça, ce sont des comportements que j'ai en tant que client et que je veux retrouver finalement dans l'entreprise en tant que salarié. Après, cette volonté de personnalisation, elle a peut-être quelque part aussi une certaine limite, et cette limite, c'est la limite réglementaire, c'est qu'il y a certains attributs, ou en tout cas on considère qu'il y a une certaine équité qui doit se retrouver dans le traitement des collaborateurs. Il ne faut pas qu'il y ait d'inégalité qui se crée entre les collaborateurs. Et puis, il y a aussi cette notion d'entreprise qui est quand même un groupe ou une collectivité. Est-ce que la limite aussi à cette personnalisation, cette individualisation, c'est que finalement, ça devient plus difficile de former une communauté et d'engager, d'embarquer des salariés dans la même direction. C'est là où on a l'impression que chacun fait ce qu'il veut et au moment où il le veut. Et c'est là où on a l'impression que le marketing RH arrive en venant essayer de créer une sorte de matrice, je dirais, de rassembleuse, mais aussi qui mobilise, qui anime, qui offre. Hein, on a l'impression que d'un seul coup, personnaliser, mais offrir de façon adéquate au bon moment, connaître les intentions, connaître les gens, mais aussi créer, je dirais, un surplus d'éléments sociaux et le communiquer pour le faire sortir de l'entreprise. Et je trouvais qu'on voyait que, justement, c'est votre chapitre sur, finalement, on dépasse la notion de marque employeur pour aller vraiment vers l'expérience et aussi un contrat d'engagement, finalement, un contrat moins peut-être, je dirais peut-être un peu moins contractuel, mais un élément, je dirais, de vivre ensemble et de gestion d'un temps qui va être, je dirais, optimisé pour chacun. Un petit peu ça qui ressort. Ce qui fait qu'on voit les prémices dans votre livre de qu'est-ce qui s'en vient en termes de vraiment d'éthique, de tissu culturel fédérateur et rassembleur d'individus. Je trouve qu'on est vraiment très très proche là-dessus et très proche aussi des leviers du coup de l'engagement et des leviers de trouver justement qu'est-ce qui fédère vers un objectif véritablement. Donc on est aux prémices, je trouve, de cette approche-là. On peut trouver aussi la logique de la symétrie des intentions, avec, pour nous, c'est le fait d'être bien avec ses collaborateurs font que les collaborateurs, généralement, seront bien avec nos clients. L'importance attachée au bien-être et à l'épanouissement des collaborateurs va se voir naturellement chez le rapport qu'ils auront avec les clients. Quand on a un déficit de la symétrie des attentions qui est on mise tout sur le client et parfois on ignore un petit peu ce qui remonte du terrain, il ne faut pas s'étonner après qu'on ait des problèmes d'engagement des salariés. Et je pense que c'est un argument qui est important parce que pour effectivement des directions d'entreprise qui ne sont pas nécessairement convaincues de l'importance d'un environnement de travail qui soit favorable pour leurs collaborateurs, cette dimension finalement de l'impact direct sur la qualité du service rendu ou même de la façon dont le produit est conçu. À partir du moment où on sait que des salariés qui vont être moins engagés seront moins sensibles à la qualité du produit. Donc, que ce soit la qualité ou le service, ça aura un impact direct sur les résultats de l'entreprise. Oui. Puis, on sent bien que le management et la relation, effectivement, comme vous le soulignez bien, avec les clients et avec les employés, devient un élément central. La perte de contrôle de certaines élites pensantes avec des systèmes, des structures de vérification et d'engagement formel, on va dire, est en train de voler en éclats, tout simplement, pour s'assurer qu'on ait l'innovation, la participation
et la contribution des talents de façon optimale. Hein, on sent qu'il y a cet élément-là et où finalement l'entreprise est un lieu où on doit apprendre et on doit partager et créer de la valeur. Et puis, du coup, ça réinvente et ça réouvre complètement la notion d'entreprise en fait sur ces éléments-là, mais ça vient vraiment questionner comment les managers vont penser leur métier. Et je pense qu'au début, vraiment, et c'est pour ça que le livre présente un grand chapitre sur le contexte. Il faut vraiment avoir bien compris ce contexte-là pour aller avec le contexte. Et finalement, laisser des archétypes, des modes de fonctionnement qui sont du passé, si on veut générer de nouvelles valeurs, dont l'innovation, effectivement, ainsi de suite. Donc, on sent que les modèles, là, sont en train de changer, même si on est dans une zone de transition et c'est encore flou. Le livre apporte vraiment une clarification là-dessus, je dirais, très intéressante. Hein, Micheline, oui, absolument. Moi, je vais me permettre quand même une question, parce que là, c'est tellement intéressant, votre livre, puis moi, je suis pas du tout dans ce domaine d'activité-là. Alors, c'est vraiment, peut-être avec un peu de naïveté, mais ayant quand même travaillé en marketing un peu ce qui me venait constamment en tête en lisant votre livre, c'est qu'on parle aujourd'hui de l'expérience client, mais vous, votre livre, c'est sur l'expérience employée finalement. Alors qu'en marketing, avec l'expérience client, on développait auparavant un produit dans le but d'amener des clients, mais aujourd'hui, c'est les clients qui nous amènent des produits et qui nous incitent de par leur contribution à nous faire découvrir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, qu'on peut leur proposer des nouveaux produits en lien avec ça et qu'on cherche à les fidéliser. Je trouve qu'il y a énormément de parallèles. On pourrait sortir un nouveau mot aujourd'hui et parler de l'expérience employée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Mais je vois beaucoup de parallèles. Surtout quand vous avez dit, par exemple, que pour le lien que pour l'employé, l'emploi c'est un produit. Hein. Donc lui, il va être là, le temps est aussi longtemps qui en tire ce qu'il en veut. Donc plus on découvre ce qu'il a envie de faire, peut-être que ça va nous amener et transformer l'entreprise également vers d'autres environnements, un peu Google, comme Google a fait auparavant avec ces fameux produits qui ont été créés en mode faites ce que vous voulez pendant 20% de votre temps, là. Vous avez complètement raison, Micheline, parce que moi j'ai travaillé il y a un mois sur du conseil, justement, construire un parcours employé. Et c'est vraiment ça, c'est penser comment l'employé vit le travail de tous les jours, à la fois quand il arrive, qu'est-ce qui se passe quand il arrive dans son entreprise, quelle est l'ambiance de travail, quels sont les outils dont il dispose, ça c'est le travail quotidien, mais après aussi, quelle est son expérience employé, collaborateur, quand il doit justement utiliser un process RH qui est tiens, j'ai besoin d'une formation, comment ça se passe avant, pendant, après la formation, j'ai envie de bouger, comment ça se passe, la mobilité, etc. Et donc, oui, c'est complètement en train de changer et ça va permettre de revoir totalement l'approche RH, des services RH, qui était parfois un petit peu trop, vous l'avez connu, hein, c'est l'offre, tu as besoin d'une formation, tu vas voir le catalogue. La grande révolution digitale, c'est que le catalogue maintenant est en ligne. Non, c'est pas ça. Le service RH attentionné, c'est pas ça, quoi. C'est autre chose. Et oui, c'est pas. Vous disiez que peut-être on allait voir, c'est pas peut-être, c'est que on le voit actuellement. Et je peux vous dire qu'il y a des grands groupes qui travaillent maintenant sur le parcours employé. Parce que dans votre livre, à un moment donné, vous faites référence au fait que justement, vous posez la question en introduction. Quel rôle crucial peut jouer la fonction RH dans la réussite de la transformation digitale? Mais est-ce que, de ce que j'entends de vos propos et à la lecture de votre livre, est-ce que je peux avancer que c'est en fait presque le moteur? C'est presque le moteur de cette transformation-là à un certain niveau. C'est effectivement le moteur parce que la dimension humaine dans l'entreprise est quelque chose de très important.
Et c'est vrai qu'une bonne partie de notre livre, c'est pour faire passer ce message-là, qu'aujourd'hui les entreprises sont en train de s'interroger sur un nouveau modèle, que ce nouveau modèle a besoin de faire appel finalement à l'intelligence et à l'envie et à l'engagement des salariés. Et que du coup, c'est peut-être une opportunité pour les RH aussi de revoir leur contribution et leur articulation au sein même de l'entreprise. Donc tout à fait, oui. Très intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi, puis Jean-Baptiste, je vais vous redonner la parole là, tout à l'heure, là, mais je trouve que votre livre explique très bien justement un peu l'histoire de l'arrivée du web dans nos vies et comment cette réalité-là se transpose dans la perspective de l'employé et de l'employeur aussi au sein de son entreprise. Vous avez aussi, dans votre livre, utilisé des témoignages vraiment très intéressants, très bien, qui illustre très bien les propos que vous voulez démontrer. Je trouve ça un ajout très intéressant à la lecture de ce livre-là, qui, comme moi, qui n'est pas une personne de ressources humaines, je trouve que ça m'aidait vraiment à comprendre les idées que vous voulez avancer. Je trouve que c'est ça, il y a comme il y a vraiment une belle introduction sur les médias sociaux sont là, ça nous touche beaucoup à toutes sortes de niveaux. C'est maintenant, ça s'émisse dans l'entreprise. Qu'allons-nous devenir en conséquence? Et je pense que Jean-Baptiste, vous aviez une question par rapport à la réalité de nos PDG aujourd'hui, de nos dirigeants, alors qu'on sait qu'ils sont toujours un peu réfractaires à être publics, c'est-à-dire de s'exprimer sur les réseaux sociaux, de donner un peu plus d'opportunités à leurs employés d'être des ambassadeurs et d'offrir de la transparence à un autre niveau. Je ne sais pas si ça peut ouvrir sur la question que vous aviez proposée à cet effet, là, Jean-Baptiste. Oui, mes questions, en fait, je trouve, c'est comment les leaders d'aujourd'hui peuvent être des exemples. On voit certaines grandes entreprises où finalement, une génération peut-être un petit peu plus jeune, on voit le patron ou la patronne qui prend position, qui s'exprime directement, qui prend les outils. Et d'ailleurs, il suffit de suivre aussi les nouvelles formes d'élection, les nouvelles formes de mouvements de foule, où on voit que les leaders d'aujourd'hui ne peuvent plus l'être tout à fait sans utiliser des outils de leur temps. Et ça a toujours été le cas, hein, quels que soient les éléments. Donc, comment aujourd'hui les leaders peuvent embrasser. Alors, peut-être les réseaux sociaux, c'est un élément, je pense, du dispositif digital. Hein. On le voit bien dans votre livre, c'est peut-être un des éléments, le web, les réseaux sociaux, mais il y a aussi les méthodes agiles, il y a l'innovation ouverte, en tout cas, il y a plusieurs formes. Le commerce en ligne, la place du client. Mais comment un leader d'aujourd'hui s'inscrit là-dedans et gère par l'exemple? C'est un petit peu ça, je pense aussi, la question qu'il faut se poser en lisant votre livre. Après, je ne sais pas ce qu'on entend vraiment par leader, quoi. Est-ce que leader, c'est manager ou est-ce que leader, c'est dirigeant? Ben, ça pourrait être les deux. Parce que pour moi, la réponse est un peu différente, quoi. C'est-à-dire que si c'est le leader qui est en fait un manager augmenté, transformé, qui est plus en effet sur une notion de comment je développe les compétences de mon équipe, comment je leur permets de vivre une bonne expérience avec moi, de faire une petite communauté à mon niveau et de l'animer. Oui, je pense en effet qu'il doit être sur les nouveaux outils, qui doit comprendre leur fonctionnement parce que il doit travailler sur l'intergénérationnel et que tout le monde se retrouve à peu près sur ces outils-là, qu'il n'y ait pas de fracture. Donc ça, c'est important. Après, sur le leader au niveau dirigeant, j'en suis moins sûr. J'en suis moins sûr parce que c'est pas tant l'outil qui justement amène cette puissance, ce charisme, c'est la capacité de réflexion, de mettre des mots sur ce que tout le monde pense, attend, etc. Et les outils peuvent venir en plus en aide, mais
on connaît quand même pas mal de leaders qui sont pas si à l'aise que ça. Tout le monde n'est pas Barack Obama, quoi. Voilà. Non, mais justement, j'allais justement mentionner le fait que peut-être qu'au niveau des politiques, on le voit beaucoup plus, hein, parce qu'ils ont un rôle public, on le voit avec beaucoup plus de facilité, mais les dirigeants d'entreprise, en tout cas ici au Québec, Jean-Baptiste, vous pourrez me corriger, mais c'est très rare les exemples de dirigeants qui sont plus publics dans ce sens-là. C'est sûr qu'à l'interne des entreprises, il y a toute une communication qui peut se produire, là, mais enfin... Alors, Monsieur Lapinta, je ne sais pas si votre point de vue... Oui, je pense que je pense qu'il ne faut pas trop focaliser finalement sur ces outils. Parce que de tout temps, finalement, il y a eu des dirigeants qui étaient visionnaires, d'autres qui l'étaient moins, des dirigeants qui portaient finalement l'entreprise, soit parce que c'était des entreprises familiales et qui avaient le nom finalement du PDG, du fondateur qui se confondait avec celui de l'entreprise, ou bien des entreprises qui avaient un mode de gouvernance qui mettait davantage en retrait finalement les hauts dirigeants. Je pense que là, ce qui change peut-être un petit peu aujourd'hui, c'est que finalement ces nouveaux moyens de valoriser l'entreprise, ses produits, de prendre la parole, finalement sont un petit peu moins bien maîtrisés par les dirigeants que par le grand public. Alors que précédemment, c'était pas le cas. C'était très facile pour des PDG, il y a 20 ans, de maîtriser la télévision et la radio, puisque de toute façon, il n'y avait qu'eux qui avaient accès. Donc aujourd'hui, ce qui les bouscule beaucoup, je crois, c'est que il y a des outils qui sont très performants dans leur pouvoir de diffusion d'informations et de puissance, qui sont faciles d'accès, qui coûtent rien et donc qui peuvent être utilisés par n'importe qui. Et du coup, finalement, le leader, ça n'est pas que peut-être le leader institutionnel, mais c'est celui qui arrive aussi à faire passer son message, à s'exprimer, à être entendu par un nombre important, parce qu'il maîtrise un petit peu mieux ses outils, même si sur le fond, il est un petit peu moins performant. Donc, je pense que c'est peut-être là où il y a où les PDG, ou en tout cas les patrons d'entreprise, sont un petit peu attaqués. Intéressant. Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions que vous vouliez aborder. Je pense qu'on a largement couvert tous les éléments. Ouais, j'ajouterais juste une autre petite description au niveau du livre que moi j'ai particulièrement apprécié. C'est vraiment votre description de cette nouvelle réalité en rapport avec les besoins au niveau de la communication interne. Donc, toute cette démarche de communication interne, vous l'avez vraiment beaucoup développée dans votre livre. Je pense qu'elle est vraiment très cruciale. Elle est là pour un peu scinder, si je peux utiliser l'expression, un peu la communauté d'employés, la communauté de collaborateurs. Je ne sais pas si vous voulez peut-être juste nous glisser un petit mot là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment un volet très crucial au succès de la transformation digitale et ne serait-ce que pour donner l'envie à des gens de faire une carrière en communication, parce que si on vous lit, on se dit qu'il va y avoir des besoins en ces termes-là spécifiquement. Ouais. Vincent, tu veux commencer? Non, je t'en prie, vas-y. Bon, je pense que quand je l'évoquais tout à l'heure à propos des PDG ou des grands dirigeants sur finalement les médias, et le fait que jusqu'à il y a quelques années, c'était plutôt, on va dire, ces leaders, même si ça englobe beaucoup de choses, qui pouvaient disposer des médias parce que finalement il y avait un coût pour pouvoir les utiliser qui faisait que le nombre était limité. Et puis ce monopole a éclaté. Alors
On peut remonter un petit peu loin. Ça a éclaté parce qu'il y a eu de plus en plus de presse papier, parce qu'il y a eu de plus en plus de radios libres, parce que en plus des télévisions, des chaînes de télé d'État, il y a eu des chaînes câblées, des chaînes privées, et puis ensuite les réseaux sociaux. Bref, il y a eu finalement une explosion des médias et un accès à beaucoup de sources d'informations dans sa vie de tous les jours. Et finalement, avec toute cette masse d'informations, même s'il y avait toujours de la presse d'opinion, je pouvais, moi, aller me constituer finalement ma propre revue de presse en allant chercher des informations à droite, à gauche, aller chercher les spécialistes peut-être du sujet de l'entreprise, et puis de la politique internationale, et puis du rugby, et puis de la vie pratique, du bricolage, etc. Bref, j'allais chercher finalement des expertises, ou en tout cas des médias qui correspondaient vraiment à mon besoin. Et encore une fois, ça, je me suis habitué, moi, en tant que client, à avoir cette multitude d'informations. Et puis en revanche, quand je rentre dans l'entreprise, j'ai l'impression de revenir, peut-être même pas au 19e siècle, mais au 18e siècle, où j'ai finalement un seul canal de communication qui est l'intranet, qui est verrouillé par la direction. Comme c'est verrouillé, l'information qui m'arrive est édulcorée. Et puis il y a tellement eu de phases de validation qu'elle m'arrive bien plus tard que par les sources externes de l'entreprise. Et du coup, je remets en cause la crédibilité, la légitimité de ces canaux d'information officiels dans l'entreprise. Et je me dis, je vais plutôt aller la chercher à l'extérieur parce que ce sera plus objectif, je l'aurai plus vite, et puis je pourrai me constituer finalement ma propre information, et je croirai plus à ce que j'entendrai à l'extérieur que ce discours que me fabrique et que me prédigère le département de la communication. Donc, encore une fois, il y a un gros décalage entre les usages que j'ai moi dans ma vie de tous les jours en tant que citoyen, en tant que consommateur, et ceux que je trouve dans l'entreprise au sujet de la communication interne. Donc, il y a un gros décalage là-dessus, oui. Et la possibilité pour l'employé de s'exprimer puis de recevoir tout le volet bidirectionnel. Tout à fait. Et aussi où le fait où chacun devient un apprenant, mais aussi a la capacité à apprendre à l'autre, avoir un rôle où on peut faire une vidéo, où on peut partager du contenu, ainsi de suite. En fait, la notion de média ici a tellement rejoint l'individu qu'il permet de nombreuses formes, et notamment l'émergence de nombreux contenus collaboratifs et liés à des communautés. De la différence dans la consommation de l'information, mais il y a aussi le fait qu'en tant qu'individu, je deviens un producteur d'informations. Exactement. Et même chose, je peux plus facilement produire à l'extérieur qu'à l'intérieur de mon entreprise. Donc là aussi, j'ai une frustration. Je veux m'exprimer, je veux donner mon avis, et puis j'ai peut-être un avis plus pertinent que l'avis officiel qu'on veut me donner. On se rend bien compte aussi que du coup, cette démocratie du bavardage, entre guillemets, même si elle est futile parfois, mais en même temps échappe complètement à des leaders de pensée. Donc là, je parle des hauts dirigeants, effectivement, pour lesquels avant, je dirais, leur parole était sainte. Maintenant, c'est très discuté tout ça. Donc, ça veut dire, et là je rejoins Vincent, le sens critique des hauts dirigeants, des directeurs, des gens qui vont faire l'orientation de l'entreprise, la qualité d'analyse sur le plan stratégique, mais aussi la capacité à bien communiquer et à créer du sens. Les sense makers, dans un monde aussi changeant, redevient vraiment l'apanage, en fait, vraiment de leaders, de pensée et de stratèges et de visionnaires, typiquement. Mais faut-il qu'ils utilisent aussi ces réseaux dans lesquels, finalement, tout le monde a pris part. Donc, sinon, ils disparaissent. Je crois que la communication, les nouveaux communicants devront faire preuve de courage. Je vous dis ça parce que il faut du courage pour expliquer à son responsable, à son dirigeant que on fait pas la communication pour eux. Trop souvent, la communication interne est faite pour faire plaisir aux dirigeants. Et ce qui fait que pour sortir le discours, pour sortir la vidéo, on va mettre je ne sais pas combien d'étapes de validation. On va avoir un truc dont tout le monde est content et se satisfait et qui n'est lu par personne. Ou qui n'est regardé par personne. Tellement c'est vieux jeu, tellement c'est... Mais oui, enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi. Y a quelque chose qui est remarquable en France
sur le projet de loi El Khomri, là, qui est donc un projet de loi qui révise vraiment le Code du travail, c'est que les syndicats ont bien sûr réagi, mais ce qui a été un raz-de-marée, c'est un... Monsieur Berthelot, Monsieur Berthelot, Monsieur Berthelot? Bon, alors, désolé pour ce petit contretemps, on va faire des ajustements au niveau du montage. Je vais tenter quand même de le rappeler, puis après ça, on pourrait conclure notre entretien sur la question de qui devrait lire ce livre. Je vais l'ajouter un instant. C'est dommage, c'était très intéressant. Ouais. Je pense qu'il y a eu l'État là qui a décidé d'interrompre à partir de El Khomri. C'est ça. Ça se peut. Monsieur Berthelot, est-ce que vous êtes là? Non. On va attendre 2 secondes. Ah, peut-être Franck, je ne sais pas si tu peux lui envoyer un petit message. Il est peut-être encore en train de parler. Je vais voir, est-ce que c'est lui? Bon. Voilà. On l'a perdu. OK, bon, c'est bon. Alors, regardez, on se reprendra, puis je l'appellerai pour un petit entretien. J'aimerais ça clore notre discussion. J'ai trouvé ça personnellement très intéressant. J'espère que ça a été le cas pour vous également. J'aimerais simplement conclure sur la question de, comme je fais à chaque, ou presque à chaque fois, c'est, tu sais, à qui est-ce qu'on recommande cette lecture-là? Moi, je ne suis pas des ressources humaines, j'ai beaucoup apprécié, mais c'est sûr que j'ai un petit penchant marketing, donc ça m'a permis de le voir sous cet angle-là avec beaucoup de plaisir. On voit aussi que vous avez beaucoup parlé, évidemment, par les exemples que vous avez donnés, les situations que vous avez expliquées, que votre contenu s'adresse notamment à des grandes entreprises versus des plus petites entreprises. Donc, si vous voulez, M. Lapinta, peut-être nous donner un peu votre réponse à pour qui avez-vous écrit ce livre-là et qui aimeriez-vous avoir comme lecteur? Alors, c'est véritablement un sujet et un ouvrage qui va intéresser les personnes qui sont sensibles ou qui s'intéressent à ce sujet de la transformation des entreprises impactées par ces nouvelles technologies en ce moment. On l'a dit pendant l'entretien, ça touche des populations très diverses dans l'entreprise. Ça touche les RH, mais ça touche aussi les dirigeants, ça touche les managers. C'est à la croisée de la communication, du marketing, des ressources humaines. Donc, ça va intéresser toutes ces populations, que ce soit des personnes qui sont en poste en entreprise aujourd'hui, ou bien des étudiants, encore une fois, du marketing, de la communication ou des ressources humaines, qui vont être intéressés par ces sujets parce que c'est aujourd'hui, ce sera demain, lorsqu'ils sont dans l'entreprise, ce sera leur quotidien. Voilà. Excellent. Jean-Baptiste, vous, à part de me donner, moi, une copie, à qui d'autre est-ce que vous voudriez offrir ce livre? Ben, en fait, je pense que toute personne qui sent que son travail est en train de changer, que l'environnement de l'entreprise et qui est intéressée par le facteur humain, devrait l'utiliser un peu comme, je dirais, une photo ou en tous les cas une analyse d'un point de rupture où on passe d'une ère à une autre et on cherche à comprendre. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc, c'est sûr pour ceux qui veulent faire du marketing RH, qui veulent attirer des talents, ils y retrouveront beaucoup de choses, mais je crois qu'il est beaucoup plus large que ça. Oui, absolument. Donc, il peut être donné voilà, à des gens qui ont le facteur humain en tête et qui se disent comment je peux mobiliser mon équipe, comment je peux communiquer autrement, comment je peux penser effectivement mon équipe, mes employés ou comment je peux animer mon département RH. Et aussi dans la perspective de connaître c'est quoi un collaborateur aujourd'hui, hein, de comprendre que ce positionnement-là aussi a changé. On ne voit plus le travail de la même façon, les attentes sont différentes et les moyens de combler ces attentes-là ne sont plus les mêmes non plus. Donc moi, je le recommanderais à beaucoup de gens. J'espère que par le biais du Sommet du livre, on va vous amener un public canadien, entre autres, et faire rayonner votre ouvrage qui est vraiment très bien écrit, complet,
complet, il se lit très bien, bien illustré par les témoignages, comme je vous disais. Et j'ai beaucoup aimé cette entrée en matière. Presque la moitié du livre, vraiment, est une mise en place pour la deuxième moitié, qui est là vraiment pour nous amener vers cette nouvelle réalité auquel on est tous confrontés. Donc, bon succès à vous, Monsieur Lapinta et Monsieur Bertolo. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Jean-Baptiste, collègue du club de lecture depuis un bon moment, depuis les tout débuts. Merci encore une fois d'avoir été à la hauteur de mes attentes, toujours très élevées, car tu livres vraiment des propos super intéressants à chaque fois. Merci beaucoup. Merci Micheline pour cet échange avec des auteurs qui ont une analyse, je dirais, qui permet de prendre la hauteur et bien comprendre. Excellent. Merci à vous deux et pour l'invitation et pour la qualité des échanges. Encore excellent. Une fois.